Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tuto Bar. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans la catégorie écriture, puisque je vais vous parler d'une question qui est plutôt sur la forme que sur le fond. Nous allons évoquer l'italique, un thème qui est souvent un petit peu maltraité dans les textes que nous recevons, aussi bien dans le cadre de la maison d'édition que dans celui de l'offre de service. Et donc nous allons voir quand vous devez utiliser l'italique, quand vous devez plutôt vous abstenir. Et cette vidéo va venir compléter certains éléments que j'ai commencé à vous donner il y a maintenant quelques temps dans le double épisode relatif à la typographie des dialogues, puisque j'avais beaucoup parlé des guillemets et que j'en avais profité pour commencer à évoquer certains aspects de l'italique. Aujourd'hui, on va vraiment creuser ce thème, regarder dans le détail toutes les situations où l'italique est obligatoire, celles où il faut vraiment éviter de l'utiliser, et au milieu, toutes celles où vous avez une certaine latitude, une possibilité de choisir entre l'italique et les guillemets. Avant de commencer, je prends juste quelques secondes afin de me présenter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas. Je suis Hélène Jacob, auteure, éditrice et formatrice dans le domaine de l'autopublication. Sur cette chaîne, je vous parle d'écriture et d'édition, y compris de sujets techniques et administratifs, afin de vous aider à professionnaliser votre activité d'auteur indépendant. Merci par avance pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. Et si vous appréciez mon travail et les contenus que je vous propose ici, merci également de vous abonner en pensant à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines mises en ligne, et ceci pour aider la chaîne dans son référencement et son développement. Alors, pourquoi l'italique ? Eh bien, comme j'ai commencé à vous le dire, je constate dans beaucoup de textes qu'il est souvent maltraité, malmené en fonction des contextes. Il est généralement oublié là où il s'impose et utilisé à outrance dans des situations où il ne devrait tout simplement pas être employé. Pourtant, il répond à des règles qui sont assez spécifiques. Quand je dis règles, je dis d'une part de vraies règles, des règles qui normalement ne sont pas négociables, et à côté de ça, des conventions qui sont communément utilisées dans l'édition professionnelle et qui, quand elles ne sont pas appliquées dans les textes des auteurs autopubliés, eh bien, sont repérables un petit peu à 2 km. On voit clairement que la personne qui a publié le texte ne connaît pas bien les conventions qui sont en vigueur, et ça nuit à l'expérience de lecture finale, ce qui est dommage puisque le lecteur, pris par ces problèmes de forme, va d'une certaine manière se déconnecter un petit peu des questions de fond. Or, vous le savez, je l'ai dit dans de nombreuses vidéos précédentes, il est indispensable que votre ouvrage sur le plan de la forme se fasse oublier pour que le lecteur puisse réellement se concentrer sur le fond, en n'ayant pas tendance à s'arrêter sur des problèmes de forme qui vont lui faire perdre sa concentration et le sortir du texte, là où il devrait être totalement immergé. C'est pourquoi la bonne utilisation de l'italique, parmi tant d'autres points qui sont bien sûr également importants, cette bonne utilisation contribue à une expérience de lecture qui va être fluide, agréable et surtout qui va permettre l'immersion. Comme je le disais, cette vidéo va prolonger les épisodes 33 et 34 qui traitaient de la typographie des dialogues. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille de les regarder en premier, puisque dedans, notamment, j'ai déjà abordé tout ce qui concerne les guillemets, et que dans cette vidéo, je vais revenir à un certain point sur la confusion qu'il y a parfois entre l'usage de l'italique et celui des guillemets, et que là, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà expliqué autour des guillemets dans ces épisodes 33 et 34. Donc vraiment, si vous ne les avez pas encore vus, je vous conseille d'y aller en premier, c'est un petit peu plus logique dans le processus, et ensuite de regarder cette vidéo consacrée à l'italique. Je commence par une petite séquence principe de base, comme j'aime bien le faire au début de chaque vidéo, pour replacer un petit peu le contexte et vous redonner un poil de définition. L'italique s'emploie essentiellement pour attirer l'attention du lecteur sur certains mots ou certaines portions de phrases en fonction de critères qui, vous allez le voir, sont finalement assez précis. Cette italique peut également être utilisée pour rendre plus évidentes certaines distinctions lors de la lecture. Ici, je vous ai mis deux exemples, narration versus pensée interne et dialogue oral versus dialogue télépathique, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres situations où, sans mise en forme,
Il y a possibilité de confusion à la lecture, ça demande à la personne de reprendre plusieurs fois la phrase pour être sûre de ce qu'elle a compris, et en utilisant l'italique comme mise en forme, on va permettre directement au lecteur de ne pas se tromper d'interprétation. Cet italique, surtout quand on respecte correctement les bonnes conventions, va vraiment donner une clarté supplémentaire au texte dans tout un tas de cas de figure que je vais balayer juste après. Je précise à toutes fins utiles qu'aujourd'hui c'est surtout dans le cadre de la littérature qu'on va voir l'italique, puisqu'il y a quelques nuances à avoir en tête quand on parle d'ouvrages scientifiques, juridiques, techniques de façon plus générale, avec une approche qui va parfois varier un petit peu parce que les sujets sont particuliers. Ici, c'est surtout le roman, la nouvelle, l'essai qui vont nous intéresser en tant que format. Sachez qu'il y aura de petites nuances à avoir en tête pour les autres types d'ouvrages, même si 90% des règles vont rester communes dans l'absolu. Simplement, j'insiste là-dessus, si quelqu'un vient me voir en me disant « Oui, mais moi j'ai lu un ouvrage de droit dans lequel l'auteur met telle ou telle chose en italique », oui, certes, c'est normal, ce sont des ouvrages un petit peu différents. Là, ce que je vous donne, c'est vraiment la base générique à avoir en tête pour tous les types d'ouvrages plus communs en littérature et pour lesquels la plupart de mes abonnés sont concernés en grande majorité. Je vais commencer par une grande partie emploi obligatoire, c'est-à-dire tous les cas de figure pour lesquels l'italique en théorie n'est pas négociable. Vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est l'italique que vous devez absolument employer. Cette utilisation répond ici soit à des règles qui sont quasiment gravées dans le marbre, soit à des usages qui sont en vigueur dans l'édition, qui ne sont pas rediscutés parce qu'on fait comme ça depuis la nuit des temps et que les lecteurs sont habitués, ce qui rend leur lecture plus facile, ce que je vous disais juste avant. Et donc le but, vous le savez, quand on publie un ouvrage, a fortiori en tant qu'auto-publié, ce n'est pas de réinventer la roue sur les questions de forme et d'embrouiller tout le monde à la lecture, c'est au contraire de respecter les bonnes pratiques déjà en vigueur pour pouvoir s'immerger ni vu ni connu dans le milieu, puisque vous le savez, je l'ai déjà dit je ne sais combien de fois dans d'autres vidéos, en tant qu'auto-publié, votre rôle principal, évidemment en dehors de produire un très bon livre, mais votre rôle principal c'est de faire oublier que votre livre est auto-publié. Justement parce qu'il y a plein de gens qui se méfient de ce mode de publication et que vous n'avez pas envie d'attirer l'attention sur vous pour les mauvaises raisons. Vous pouvez être très fier d'auto-publier votre ouvrage, mais vous ne voulez pas que ça se sache parce que vous n'avez pas respecté ce que l'édition fait normalement de façon professionnelle. C'est pourquoi, même quand il ne s'agit pas de règles absolues, si les conventions en place sont solides et qu'on fait les choses de telle ou telle manière depuis déjà des décennies, vous n'avez aucun intérêt à modifier cette approche. Votre but, c'est vraiment, incognito, de faire sur le plan cosmétique ce que font les éditeurs. Vous allez donc faire en sorte d'utiliser les bonnes pratiques qui sont communes chez à peu près tout le monde. Si vous n'utilisez pas l'italique dans toutes les situations que je vais vous donner maintenant dans le cadre de cette première grande partie, eh bien ça va se voir. Alors tous les lecteurs ne s'en rendront pas nécessairement compte, puisqu'évidemment tout le monde ne connaît pas par cœur toutes les règles relatives à l'italique, mais pour certains ce sera évident parce qu'ils ont l'habitude, qu'ils lisent beaucoup, qu'ils ont eu sous les yeux des tonnes d'ouvrages différents et qu'intuitivement ils savent qu'il y a des situations pour lesquelles ce n'est pas, comme je le disais, négociable. L'italique doit s'employer. Donc encore une fois, faites-vous oublier de ce côté-là et employez l'italique à bon escient chaque fois qu'il est requis pour toutes les situations que nous allons voir maintenant. Je commence avec un grand classique que la plupart des auteurs connaissent à peu près, mais ce n'est pas systématique puisque j'ai encore eu la preuve récemment qu'il y avait des loupés, et il s'agit des titres d'œuvres. Là-dedans, on met les titres de films, les livres, les pièces théâtrales ou musicales, les chansons, les sculptures, les peintures, les jeux vidéo et tout ce que j'ai pu oublier en matière d'œuvres officielles, c'est-à-dire que chaque fois qu'un titre d'œuvre est employé à l'intérieur de votre texte, qu'il s'agisse de la narration ou d'un dialogue, c'est l'italique que vous devez employer. Systématiquement, vous ne vous posez aucune question, c'est une œuvre, vous mettez de l'italique. Avec quelques petits pièges sur lesquels je vais venir tout de suite en vous donnant des exemples. Je commence avec « J'adore le film Mort à Venise », pas de question, on met l'italique. Depuis ce matin, elle écoute en boucle la chanson « Gimme Shelter », titre de chanson italique, pas de question non plus. Ensuite, nous avons une petite particularité qui est
L'invitation au voyage est un poème du recueil Les Fleurs du Mal. Et ici, vous voyez qu'on a un combo guillemets italique. Pourquoi? Eh bien parce que l'invitation au voyage est un poème, donc c'est un morceau seulement de l'œuvre. On va donc employer les guillemets, mais au sein d'un recueil qui est le titre de l'œuvre, et là, on va employer l'italique. Les Fleurs du Mal est nécessairement en italique. C'est une première petite subtilité que vous devez avoir en tête. Dès que vous avez besoin de citer une partie d'une œuvre ou en employant le titre d'un chapitre ou d'une nouvelle ou éventuellement d'un poème comme ici, vous allez utiliser les guillemets pour en parler, mais vous allez systématiquement mettre le titre de l'œuvre en italique. On a un petit peu le même ordre d'idée pour le 4e exemple. Dans la série de jeux Assassin's Creed, Shadows est prévu en 2025. Shadows est le nom de l'épisode au sein d'une franchise, au sein d'une longue série d'épisodes. Donc lui va prendre l'italique parce que c'est vraiment l'œuvre concernée dont on parle. Par contre, la série à laquelle il appartient va simplement s'écrire avec des majuscules. Là, on va considérer le nom de la série, de la franchise, quasiment comme une marque commerciale, ce qui fait qu'on ne va même pas mettre de guillemets en théorie. On va laisser le titre tel quel, avec ses majuscules bien évidemment, mais on ne va pas faire de mise en forme particulière dessus. Par contre, le jeu vidéo lui-même, l'épisode dans cette série, c'est l'opus qu'on considère, et lui, il va systématiquement prendre l'italique. Si on avait eu dans ces exemples des sculptures, des peintures, d'autres types de pièces ou d'écrits, vous auriez également eu l'italique. Je vous ai mis 4 exemples pour représenter le principe, mais vous appliquez exactement la même chose à tous les titres d'œuvres que vous incorporez dans vos textes. Ensuite, nous passons à la catégorie des publications. Là-dedans, on va retrouver les journaux, magazines, revues, périodiques et tous les synonymes que vous pourriez trouver. Je vous ai mis également quelques exemples pour que ce soit bien clair. Il est abonné au journal Le Monde. Vogue est sans doute le magazine de mode le plus connu au monde. Il achète régulièrement le Times et Les Études classiques est une revue belge de littérature. On a là-dedans un petit mélange de différents types de publications. Il y a peut-être d'autres formats auxquels je n'ai pas pensé, mais vous comprenez le principe général. Dès qu'il s'agit d'une publication titrée, vous mettez la majuscule bien sûr et vous appliquez l'italique sur le nom de la publication. De la même manière que pour les titres d'œuvres, il n'y a pas de négociation avec ça, vous n'avez pas à vous poser de questions particulières, vous appliquez l'italique tout bêtement. Ensuite, autre catégorie qui va concerner l'univers du luxe, ce sont les créations commerciales de luxe. Une catégorie très spécifique à l'intérieur des marques, puisque vous allez voir que les marques, de manière générale, fonctionnent très différemment. Mais les créations commerciales de luxe sont assimilées à des œuvres parce qu'elles sont uniques, elles ont généralement une histoire particulière avec ou un grand créateur, un couturier ou quelqu'un qui est derrière et qui a baptisé son œuvre. Et c'est pourquoi ces créations commerciales de luxe dans les textes se comportent de façon différente. Vous allez systématiquement appliquer l'italique sur leur nom en faisant donc très différemment de ce que vous feriez pour des marques lambda. Ici, on va majoritairement retrouver des parfums, des bijoux et des pièces de haute couture, mais attention, j'insiste vraiment, pas les marques et produits qui sont d'une autre nature. C'est pour ça que dans les exemples que je vous ai mis, vous avez mon parfum préféré est Black Opium d'Yves Saint Laurent. Le bracelet Panthère de Cartier a été créé en 1952. Le sac Speedy est une conception de Vuitton. Mais par contre, je viens d'acheter une bouteille d'Evian sans italique. C'est une marque, on va bien sûr avoir la majuscule, mais ce n'est pas une création commerciale de luxe, donc ça n'entre pas du tout dans cette catégorie. Vous utilisez uniquement l'italique à partir du moment où le produit est considéré comme luxueux et qu'il a littéralement été baptisé par son créateur. Gardez en tête parfums, bijoux, haute couture et tous les accessoires qui vont avec. C'est pour ça que j'ai mis le cas du sac de chez Vuitton, mais ça pourrait s'étendre à d'autres petits types d'accessoires. À vous de voir ce qu'il en est. Est-ce que le créateur a baptisé son œuvre? Est-ce qu'il lui a donné un nom avec majuscule et que ce nom s'applique uniquement à la création, n'est pas un nom générique qu'on retrouve pour d'autres types de produits? Puisqu'on parle de noms de baptême, j'enchaîne directement avec la catégorie des noms de baptême des véhicules, qui est une catégorie bien spécifique et pour laquelle je constate souvent dans les textes pas mal d'oublis. Ça va concerner le nom unique qui a été donné aux avions, bateaux, fusées, trains, satellites. J'en ai oublié, mais vous voyez l'idée. Ce sont vraiment ces noms de baptême employés
une seule fois pour un véhicule particulier. Généralement, ça concerne vraiment de gros engins. C'est rare qu'on baptise de tout petits véhicules. Et les exemples que je vous ai mis ici vont normalement vous parler immédiatement. Le Titanic a coulé en 1912. Le développement du télescope Hubble a commencé en 1970. Magellan commandait le navire Trinidad. Ariane 6 est un lanceur développé par l'Agence spatiale européenne. Vous n'avez eu qu'un Titanic, un seul Hubble, un seul Trinidad, en tout cas pour un navire de cette période et de cette taille, et il n'y a eu qu'un seul Ariane 6, puisque bien sûr, dans ce cas précis, les lanceurs sont carrément numérotés, génération après génération, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre deux lanceurs différents. Tous ces cas de figure couvrent à peu près l'ensemble du principe qu'on va retrouver pour les avions, bateaux, fusées, trains, satellites, etc. et également d'autres types de véhicules. La question principale que vous devez vous poser, c'est vraiment est-ce que ce nom est unique? Est-ce que c'est bien un nom de baptême qui a été donné une seule fois à tel type de véhicule et jamais réemployé depuis? On n'a pas connu de deuxième Titanic dans la catégorie des paquebots de croisière. Et dans l'absolu, je ne pense pas même qu'il y ait eu un second Titanic, toutes catégories confondues. Mais en tout cas, dans sa catégorie de paquebots de croisière, il n'y a eu qu'un Titanic. C'est un nom de baptême pour lequel le nom a été peint sur la coque, a été célébré lorsqu'il a été révélé. C'est vraiment un nom de baptême et donc c'est un nom qui va être en italique. Catégorie suivante, nous entrons dans celle des noms communs qui sont en langue étrangère dans le texte. Et là, ça va concerner tous les mots étrangers qui ne sont pas encore entrés officiellement dans le langage courant français, c'est-à-dire théoriquement dans les dictionnaires, avec une exception qui est celle du latin, parce que vous allez le voir juste après, le traitement du latin est un petit peu différent. Ici, je parle vraiment de toutes les langues étrangères courantes, et dans les exemples que je vous ai mis pour illustrer ça, vous avez « il est parti » en criant « see you soon ». Ensuite, vous avez « l'équipe travaille dans un open space ». Ses amis la qualifient de cute et bienvenue dans ma casa. Dans le premier et le quatrième exemple, vous voyez que j'ai choisi des situations où l'emploi des mots étrangers se fait dans le cadre d'un dialogue, rapporté ou direct, et que ça a une petite incidence dans la mise en forme des guillemets et des points d'exclamation. Ce n'est pas une erreur lors de ma saisie, c'est quelque chose que je vais expliquer un petit peu plus loin. Retenez là simplement qu'il y a des différences. Dans le premier cas, on a les guillemets qui sont en italique ainsi que le point d'exclamation. Et dans le dernier, ce n'est pas le cas. Je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte ici, c'est qu'on a systématiquement l'italique sur ces mots en langue étrangère, ou parce qu'il s'agit d'expressions complètes, ou parce qu'il s'agit de mots qui se comprennent dans le français moderne, parce que notamment les jeunes les utilisent beaucoup, mais qui ne sont pas encore dans les dictionnaires, parce que ça reste quand même de la langue étrangère, en l'occurrence open space et cute. On comprend le sens, mais ce n'est pas un mot français référencé, et donc on va systématiquement appliquer l'italique sans se poser de questions. Je passe maintenant au cas particulier du latin qui techniquement est une langue étrangère, donc normalement devrait être en italique de partout, mais vu que c'est une langue morte à laquelle le français a emprunté de très nombreux termes, il y a tout un tas de situations pour lesquelles l'italique ne va pas s'appliquer, tout simplement parce que ça rendrait la lecture extrêmement fatigante. On aurait beaucoup d'italique qui ressort dans toutes les lignes et ce serait relativement épuisant pour le lecteur. Et c'est pour ça que là on va faire un petit peu la distinction. Par défaut, la règle, c'est donc que si les mots sont entrés dans l'usage courant, on ne met pas d'italique, mais s'ils ne sont pas entrés dans l'usage courant ou rentrent dans des catégories bien particulières de type technique, juridique, scientifique, abrégé ou spécialisé, là, généralement, on va conserver l'italique. Et ce n'est pas simple de toujours faire la distinction. C'est pour ça que je pense vous mettre en description de cette vidéo un lien qui vous renverra vers un site qui vous fait la liste complète de part et d'autre de là où l'italique s'impose et là où il ne faut pas le mettre parce que ce n'est pas évident de tout retenir par cœur. Ici, je vous ai juste mis quelques exemples pour illustrer le principe. Vous allez conserver en italique des mots comme nota bene, dixit, in extenso, sic, carpe diem, ibid, duralex, sed lex, bis, ter, donc toute la numérotation en latin, ainsi que tous les noms scientifiques des espèces animales et végétales, comme dans cet exemple Canis lupus pour le loup, c'est-à-dire un usage qui va être là vraiment scientifique. Et tous les mots, d'ailleurs, vous le voyez, dans cette catégorie, sont des mots qu'on va plutôt retrouver dans des textes un petit peu spécialisés, juridiques, scientifiques ou autres. Mais par contre, en romain,
Vous allez conserver tous les mots du langage courant qu'on emploie à peu près dans n'importe quel contexte, comme recto verso, vice versa, in vitro, modus vivendi, etc. Des termes que vous allez retrouver régulièrement dans la presse générale, que vous allez entendre employés par des journalistes dans des émissions de tout style, des mots qui sont clairement rentrés dans le langage courant, qu'on retrouve généralement dans tous les dictionnaires de base. Je ne parle pas de dictionnaires compliqué ou adapté à des professions particulières, tout le monde est amené à dire recto verso ou vice versa par exemple. Donc là, on ne va plus mettre l'italique, le mot est considéré comme francisé, même s'il est resté dans son écriture, dans sa forme latine d'origine, on va rester en caractère romain pour faire beaucoup plus simple, parce qu'autrement il y aurait de l'italique partout dans les textes. Mais je vais vraiment essayer de vous mettre le lien. J'ai un site en tête qui me vient pour lequel il y a des listes complètes d'emplois corrects avec l'italique ou pas selon le cas de figure. Je vous mettrai ça en description pour que si vous avez un doute quand vous êtes en train de rédiger, vous puissiez vous référer à cette banque de données. En sachant que personne pour le latin ne viendra vous assassiner si vous faites une petite erreur de temps en temps et si vous avez oublié de mettre l'italique sur nota bene, la plupart des gens vont le comprendre. Là, je parle vraiment en tant que puriste avec mon exigence d'éditrice. Chaque fois que ça va être possible, on va appliquer l'italique sur nota bene. Mais si vous avez un oubli une fois, les lecteurs vous le pardonneront parce que ça reste quand même une expression qu'ils ont pu voir dans des ouvrages scolaires, universitaires, théoriques, d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas l'expression la plus commune qu'on trouvera en littérature. Essayez de vraiment faire l'effort d'appliquer la règle correctement, mais ce n'est pas dramatique si une fois vous avez oublié l'italique sur l'une de ces expressions. Toujours en rapport avec la langue, je passe à la catégorie des noms communs qui sont considérés hors normes, j'ai mis ça entre guillemets, puisque dedans, on va retrouver tous les mots qui s'écartent du langage français courant reconnu, encore une fois dans les dictionnaires de base, je ne parle pas des dictionnaires spécialisés qui vont un petit peu plus loin, et dedans, il y a notamment l'argot, les néologismes, les régionalismes, etc. Donc des termes qui, généralement, avec le contexte, arrivent à être compris sans note de bas de page, on arrive à avoir une idée de ce que ça signifie, mais ce n'est pas un mot qui est évident pour monsieur et madame tout le monde, qui est dans le langage de tous les jours. Ce n'est pas un mot qu'ils peuvent retrouver dans la littérature habituelle. Dedans, je vous ai mis 3 exemples. Elle m'a déclaré qu'il lui avait chouravé son téléphone. Il demande à ses amis de liker ses photos pour l'aider à faire connaître son compte. Le professeur m'a busé à l'oral d'anglais. Celui-ci, c'est un belgicisme, donc vous ne le connaissez peut-être pas. Moi, je l'avais lu, je ne sais plus où, il y a quelque temps, je l'ai retrouvé, je me suis dit que ce serait un bon exemple. Busé étant employé ici, si je ne dis pas de bêtises et que j'ai bien compris la signification avec le sens de m'a collé une mauvaise note, nous, on dirait peut-être m'a cassé à l'oral d'anglais, en français plus classique. S'il y a des Belges parmi vous et que je dis une grosse bêtise, n'hésitez pas à rectifier en commentaire, à me redonner le sens précis d'utilisation, mais c'est comme ça que je l'ai compris dans la banque de données que j'avais pour les régionalismes, donc les phrases qui sont avec du langage plus belge, québécois, etc. Et j'ai choisi cette phrase-là parce que je la trouvais mignonne, mais si je me suis trompée dans l'interprétation du verbe, n'hésitez pas à me le signaler. Voilà, donc là vous avez 3 exemples autour du langage familier type argotique, même si ce n'est pas de l'argot en tant que tel, néologisme construit à partir de l'anglais avec liker et busé en tant que régionalisme. Vous comprenez l'idée générale, chaque fois que vous êtes sur ce type de cas de figure, vous devez également employer l'italique pour le mot concerné. Ensuite, petite catégorie rapide pour les notes de musique. Celles-ci sont considérées comme des mots en langue étrangère et ça va donc concerner toutes les notes dans tous les contextes, qu'on soit au sens propre ou au sens figuré, comme dans les exemples que vous avez ici. C'est un concerto en si mineur. Lors de la réunion, elle a donné le la pour les 6 mois à venir et le fa suit le mi. Qu'on parle de la note de musique au sens partition du terme ou que l'on parle de l'expression donner le la, vous ne vous posez pas de questions, c'est en italique tout simplement. Je passe rapidement dessus parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Note de musique égale italique. Autre catégorie que nous allons voir rapidement parce que vous allez voir, c'est relativement simple à comprendre, ce sont les lettres de l'alphabet qui sont isolées. Ça va concerner toutes les lettres qui sont utilisées seules en tant que lettres de l'alphabet. Et bien sûr, cette règle ne va pas concerner la lettre Y quand elle est employée en tant que mot. Si je vous dis « j'y vais », il est évident que vous n'allez pas mettre d'italique sur le Y.
Par contre, dès qu'on parle de lettres isolées employées en tant que lettres, vous allez systématiquement avoir de l'italique. Quelques exemples. Elle a clairement mis les points sur les i et les barres sur les t. Vous voyez qu'à chaque fois, on a l'italique. Il a du mal à écrire la lettre G en calligraphie. L'année de référence N est utilisée dans ce calcul. Nous allons parler A de politique et B d'économie. Dans ces cas, avec la petite parenthèse, vous avez également l'italique qui est appliquée sur les deux lettres. Donc vous le voyez, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Dès que vous avez une lettre de l'alphabet qui est employée seule en tant que lettre de l'alphabet au sein d'une phrase, vous appliquez l'italique dessus et éventuellement s'il y a une parenthèse à coller qui va avec la lettre, comme dans le dernier exemple, eh bien vous mettez tout simplement l'italique sur l'ensemble. Ensuite, nous passons à une catégorie un petit peu particulière qui n'est pas forcément bien connue et qui est celle des banques de données. Ça va concerner toutes les banques de données qui sont assimilées à des ouvrages de référence, c'est-à-dire vraiment qui créent un contenu original, ce qui va les différencier du site web lambda, puisque le site web lambda, lui, il va référencer généralement des informations prises ailleurs, alors que la banque de données, c'est vraiment l'équivalent d'un livre, donc d'une œuvre, qui a été conçue pour le web. C'est pour ça que dans les exemples, je vous ai mis deux cas de figure différents. Je me sers souvent de la banque de dépannage linguistique, le tout en italique, parce que banque de dépannage linguistique, c'est vraiment le nom d'une banque de données qui a été conçue de A à Z avec un certain nombre d'éléments dedans qui sont originaux. La création des informations est vraiment faite dans cette banque de données-là. Elle fournit un contenu original. Là où par contre, j'ai lu cet article sur le site Wikipédia. Wikipédia, bien sûr, à travers ses contributeurs, propose en partie du contenu original, mais va aussi en grande partie aller agglomérer des contenus et des sources qui se situent ailleurs. C'est un petit peu un rond-point, un carrefour entre plusieurs types de contenus. Ce n'est pas exclusivement du contenu original conçu par les créateurs du site, là où une banque de données, c'est vraiment l'équivalent d'un livre, un méga annuaire ou un méga dictionnaire de contenus qui ont été fournis par le site lui-même et qui propose à ses utilisateurs de venir récupérer ces données dans la banque qui les a conçues et mises à disposition. Vraiment, retenez banque de données. Les autres sites, eux, vont prendre des majuscules bien évidemment, mais vous n'allez pas mettre d'italique dessus. Alors j'ai déjà vu pour Wikipédia, et je n'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple parce que vous allez tomber de temps en temps sur des écrits où Wikipédia est écrit en italique parce que certaines personnes lui donnent un rôle de banque de données plus ou moins. Personnellement, je pense que ce n'est pas le cas parce qu'une grosse partie des contenus sont en fait de l'agglomération de contenus existants ailleurs et c'est très bien que ça existe pour ça, mais ce n'est pas du 100% original, ce n'est pas un site qui a été construit avec de l'invention de contenu à l'intérieur. On récupère des définitions et des sources un petit peu partout. C'est pour ça que je vous conseille de laisser Wikipédia en l'occurrence en romain et non pas en italique, mais ne vous étonnez pas si de temps en temps vous tombez sur Wikipédia écrit avec de l'italique. Sachez que normalement, c'est exclusivement réservé aux banques de données en ligne et tous les autres types de sites, de blogs, de forums et autres vont normalement systématiquement être écrits en romain. Derrière, nous avons les noms des phénomènes climatiques. Ça va concerner encore une fois seulement les noms de baptême qui sont uniques et attribués à tout ce qui est ouragan, cyclone, typhon, etc. Donc il y a un nom pour un phénomène donné. Vous ne le retrouverez pas deux fois. C'est à cheval entre le nom de baptême et le nom de code. Et là-dedans, je vous ai mis deux exemples pour que ce soit bien parlant. L'ouragan Katrina est survenu en 2005 et Fantala est le 8e et dernier cyclone tropical de la saison cyclonique 2015-2016 dans l'océan Indien au sud-ouest. Je vous ai mis une phrase de type Wikipédia justement puisqu'on en parlait pour bien vous montrer comment c'est censé être écrit. Et d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia et que vous regardez les noms des cyclones, vous verrez que systématiquement c'est censé être en italique. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a eu un oubli, mais normalement ils font ça très bien. Et tous les cyclones, ouragans, typhons et autres phénomènes de ce type ont un italique, c'est un vrai nom propre de baptême qui leur est attribué, comme les bateaux, trains et autres satellites, et on va respecter un petit peu la même logique, même si le contexte est très différent. Même logique, nom de baptême pour ces phénomènes égale italique, tout simplement. Je passe maintenant au titre des discours, en insistant bien tout de suite sur l'idée que le titre doit être
unique. Ça ne concerne pas les titres génériques. Je vous ai mis un exemple entre guillemets en haut, discours sur la sécurité. Discours sur la sécurité, c'est un titre bateau qu'on va pouvoir retrouver dans plusieurs pays, dans divers contextes. Ce n'est pas du tout un titre original et unique. L'exemple que je vous ai mis en dessous pour bien montrer dans quel cas l'italique s'impose, c'est Churchill a prononcé son discours du sang, du labeur, des larmes et de la sueur le 13 mai 1940. Là, vous avez un discours, un homme qui l'a prononcé, une date précise et donc un titre qui va symboliser tout ça. Quand on prononce ce titre-là, on sait exactement qu'on ne peut faire référence qu'à une seule situation bien spécifique. C'est donc le cas où vous allez employer l'italique. Par contre, chaque fois que vous avez discours sur je ne sais quoi et que ce titre-là a déjà servi auparavant dans d'autres contextes, vous oubliez, pas d'italique, ça reste en romain, c'est un nom qui va tout bêtement rester générique. Derrière, nous avons les concours où l'on va un petit peu respecter le même principe, c'est-à-dire que seuls les intitulés spécifiques et personnalisés qui sont accolés à l'expression concours vont être concernés par l'italique. Si vous avez un concours avec une formule générique du type concours de la fonction publique, évidemment là vous ne mettez pas d'italique, ça reste en romain, on ne touche à rien. Mais l'exemple que je vous mets c'est « il a participé au concours Science on tourne !» Il est important que là, on ait l'italique parce que là, c'est un libellé qui est totalement unique. On ne le retrouvera pas une seconde fois. Ça correspond vraiment à quelque chose de très spécifique pour lequel je pense que l'expression est même en marque déposée. En tout cas, il y a une propriété intellectuelle dessus spécifique avec majuscule au début. Science on tourne avec l'italique qui s'applique au point d'exclamation puisque là, le point d'exclamation fait partie de l'expression, fait partie du nom du concours. Donc on prend tout le bloc, on met tout en italique, et là on sait qu'on est dans un cas unique, avec un nom qui vraiment ne pourra pas être employé dans d'autres situations. Ce concours est, encore une fois, baptisé, si l'on peut dire, il a son nom à lui que personne d'autre ne peut employer. Donc italique systématiquement dans ce cas, et pour tous les autres cas de figure, quand c'est vraiment générique, vous restez en romain sans rien de particulier. Vous mettez concours de la fonction publique sans jamais employer l'italique. Derrière, je vous ai mis la catégorie des noms des opérations militaires, encore une fois avec une logique de nom de baptême, c'est-à-dire que le nom doit être unique et représenter une opération bien spécifique. Donc ça va correspondre à tout ce que fait l'armée et éventuellement la force publique. Et je vous ai mis deux exemples. Ils ont déployé le plan Vigipirate et Opération Barbarossa est le nom de code de l'invasion par le Troisième Reich de l'Union soviétique. Deux situations bien spécifiques où l'on sait exactement de quoi l'on parle, même si le plan Vigipirate n'est pas une opération en tant que telle, mais un plan déployé sur la durée qui peut être activé, désactivé, réactivé, etc. C'est un plan avec un nom de code qui signifie quelque chose derrière, qui embarque des consignes, des contraintes, des éléments bien spécifiques, qui donc ne peut pas être apparenté à autre chose. Là où l'opération Barbarossa, elle, a une date de début, une date de fin, elle est codifiée aussi par rapport à sa durée, mais dans les deux cas, on a la même idée. Il y a baptême de l'opération ou du plan et ça ne fait pas référence à autre chose. On ne peut pas les confondre avec un autre type d'opération. Chaque fois que vous avez ce type de nom de code, vous mettez l'italique parce que c'est vraiment une situation spécifique. Mais si par contre vous deviez parler de opération de sécurité de je ne sais quoi, là vous ne mettez pas d'italique, c'est une expression générique, elle n'est pas baptisée, il n'y a pas d'italique, on reste bien en caractère romain. Cette catégorie termine la première grande partie consacrée à l'italique obligatoire dans le texte. Et pour faire la transition avec la seconde grande famille qui cette fois va être l'italique conseillé, je m'arrête une seconde sur un cas de figure un petit peu particulier parce qu'en fait, il est à la frontière littéralement des deux. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec des règles un petit peu plus fluctuantes en fonction de la situation précise où on se retrouve. Et ça concerne les enseignes commerciales et les maisons de commerce. Une catégorie vraiment particulière pour lesquelles la question de l'italique est couplée en plus à celle de l'usage ou pas de la majuscule. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit tout de suite beaucoup plus parlant pour vous. On va commencer avec le nom d'enseigne qui est écrit intégralement et là ça va être italique et majuscule sur chaque mot significatif. Par exemple dans la phrase « Il a passé la soirée au cabaret, le chien qui fume »,
Le chien qui fume est le nom de l'enseigne, c'est comme ça qu'il est enregistré officiellement, et donc on va non seulement avoir une majuscule à le en tant que début de l'expression, mais également à chien et à fume, parce que ce sont deux mots significatifs, un nom commun et un verbe, et l'ensemble de l'expression va être en italique, parce que là on reproduit dans le texte le nom de l'enseigne écrit intégralement. Par contre, si le nom d'enseigne est écrit partiellement, qu'on a seulement récupéré une partie plus ou moins longue pour l'insérer dans le texte, là on va rester en romain, mais on va continuer bien évidemment d'employer les majuscules de la même façon. C'est-à-dire que ça donne, par exemple, il a passé la soirée au chien qui fume, on enlève le mot cabaret et on fait un petit raccourci, et là on perd l'italique, on garde les majuscules pareilles, mais on perd l'italique parce que l'expression n'est pas totalement fidèle. On n'est pas avec une reproduction exacte du nom de l'enseigne telle qu'elle est enregistrée. C'est un raccourci un petit peu oral. La phrase permet bien sûr de comprendre de quoi on parle, mais on n'est pas dans le respect exact du nom de l'enseigne. Donc on enlève l'italique pour bien montrer qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Ensuite, vous avez le cas où le nom d'enseigne contient un mot générique comme café ou hôtel. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les principaux, puisqu'il y a des tonnes et des tonnes d'enseignes, notamment en France, qui incluent le mot café ou le mot hôtel à l'intérieur. Et là, la règle de base, c'est qu'on va rester en romain, mais l'italique est possible et vous le rencontrerez de temps en temps. Personnellement, je vous conseille de rester en romain, mais si vous employez l'italique, ce n'est pas une faute. Et là, bien sûr, vous allez conserver les majuscules comme on l'a vu précédemment. Ça va donner, par exemple, il a passé ses vacances à l'hôtel des Pentes. On reste en caractère romain et on conserve les majuscules comme je vous l'ai expliqué juste avant. Vous pourriez avoir hôtel des Pentes en italique, ce ne serait pas une faute en tant que telle, mais je vous conseille fortement de rester sous cette forme. Et si l'on quitte le nom d'enseigne en tant qu'endroit où l'on se rend pour y faire quelque chose sur place, boire un café, assister à un spectacle, passer une nuit, etc., et qu'on passe au nom de maison de commerce, c'est-à-dire des endroits où on se déplace pour aller acheter quelque chose sur place et repartir avec, c'est-à-dire que là, généralement, on va retrouver des termes génériques à l'intérieur du nom, avec par exemple boulangerie, épicerie, plomberie, etc., là, on va systématiquement rester en romain. Vous ne devez pas, en théorie, trouver d'italique sur ce type d'expression. Je vous ai mis deux exemples possibles parce que là, selon le cas de figure, vous aurez un placement des majuscules qui va être un petit peu différent. Si l'expression contient un nom propre, par exemple, il travaille avec la charcuterie du pont, charcuterie va rester en minuscule et c'est uniquement le nom propre, bien sûr, qui va prendre la majuscule. Mais si par contre le nom de la maison de commerce contient un adjectif et que finalement c'est le terme générique qui devient le mot le plus important, on va inverser la majuscule. Je vous ai mis cet exemple-là. Il travaille avec la charcuterie alsacienne. La charcuterie alsacienne, c'est vraiment le nom de la maison. Et là, alsacienne va être écrit comme tout bon adjectif de base avec minuscule et on va passer la majuscule sur charcuterie pour bien montrer qu'on parle quand même d'un établissement commercial. Parce que si vous n'aviez pas la majuscule à charcuterie, on penserait que la personne travaille avec la charcuterie au sens elle a du jambon ou des saucisses entre les mains. Elle travaille tous les jours avec la charcuterie alsacienne en tant que matière première. C'est important là d'avoir cette majuscule à charcuterie pour qu'on fasse bien la distinction et comprendre que c'est l'établissement qui est mentionné. Donc vous voyez cette petite nuance entre les deux. Nom de famille, c'est lui qui prend la majuscule. Adjectif, c'est le terme générique qui va venir prendre la majuscule. Mais dans les deux cas, pas d'italique, on est dans le cas d'une maison de commerce et non plus d'une enseigne commerciale où on se déplace pour s'installer littéralement sur place et y faire quelque chose. Et cette petite distinction se retrouve si l'on fait les choses correctement dans la manière de présenter les termes. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette catégorie pour faire l'intermède, si je puis dire, entre italique obligatoire et italique conseillé, puisque là on a un petit peu un mélange des genres et qu'il est important que vous puissiez retenir ces petites nuances. Et je passe à la grande famille de l'emploi conseillé. Ici, l'utilisation de l'italique n'est plus obligatoire parce que certaines personnes préfèrent l'emploi des guillemets
ou une simple absence totale de mise en forme, c'est aussi une possibilité. Mais tous les cas de figure que nous allons voir maintenant sont dans cette catégorie parce qu'honnêtement, l'emploi de l'italique rend la lecture beaucoup plus simple. Ça évite de surcharger le texte avec des guillemets quand on peut les éviter, puisque je vous en avais parlé dans le double épisode sur la typographie des dialogues. Mon conseil général, et ce n'est pas que le mien d'ailleurs, mais chaque fois que c'est possible, c'est d'éviter les guillemets qui ne sont pas absolument indispensable parce que ça fatigue les yeux d'en avoir de partout, notamment quand il y en a sur plusieurs niveaux, guillemets français, guillemets anglais, guillemets simples, etc. Au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Et donc, chaque fois que l'italique et les guillemets sont en concurrence pour certaines mises en forme, mon conseil et de façon plus globale, le conseil de l'édition professionnelle, c'est plutôt d'employer l'italique quand il y a vraiment mise en balance parce que ça va éviter d'ajouter des caractères dans le texte. Donc, pour le lecteur, c'est beaucoup plus simple, d'une part à cause de ça, et d'autre part aussi parce que ça va limiter les risques de confusion. Quand plusieurs interprétations sont possibles à la lecture, en tout cas à la première lecture, et qu'il y a un temps d'arrêt de la part du lecteur en se disant « est-ce que là ça veut dire ça ou plutôt ça ?», le fait d'utiliser l'italique va lui donner des indications presque subconscientes et ça va lui éviter de s'embarquer dans de mauvaises interprétations du texte. Encore une fois, la forme est là pour permettre la bonne compréhension immédiate de tout ce qui concerne le fond. Première catégorie dans cette grande famille de l'emploi conseillé, ce sont les éléments extérieurs au texte principal. Il n'y a pas de règle absolue en la matière et vous trouverez des variantes en fonction des ouvrages, mais la théorie dit que tout ce qui n'est pas de la main de l'auteur ou ne fait pas partie du texte principal lui-même devrait, de préférence, être en italique. Là-dedans, je vous ai mis deux grandes sous-catégories. Tout ce qui va être rubrique additionnelle, contenu donc de préface, d'avant-propos, de post-phase, d'épigraphe, c'est-à-dire la courte citation qu'on place au tout début du texte, dédicace, qualité d'un signataire à la fin d'un texte, etc. Tout ça, en théorie, devrait être en italique, pour qu'on sache tout de suite en un coup d'œil qu'on n'est pas encore dans le texte principal ou qu'on en est sorti, en fonction du cas de figure. Évidemment, selon qu'on est en littérature, en ouvrage scientifique, juridique, etc., selon le nombre de rubriques, selon tout un tas de critères possibles qui vont fortement dépendre du genre de l'ouvrage, vous allez ou pas choisir d'appliquer cette convention de façon stricte. Il y a des tas de situations pour lesquelles on peut comprendre que l'italique ne soit pas appliqué, mais retenez le principe de base qui est que normalement, dès que ce n'est pas la main de l'auteur, on passe en italique. Et en deuxième sous-catégorie, ça va plus concerner les ouvrages techniques et les pièces de théâtre. Vous avez tout ce qui relève de l'indication donnée au lecteur, que ce soit des indications générales, des indications de mouvement et de mise en scène dans les pièces de théâtre, les didascalies, qui vont se retrouver en italique pour qu'on ne confonde pas ça avec les phrases qui sont effectivement prononcées par les acteurs. Les mots questions et réponses quand vous faites le compte-rendu d'une entrevue, ça c'est plutôt dans les ouvrages de type scientifique ou technique, où vous avez la reproduction d'une forme d'entrevue et il est important qu'on sache qui pose la question, qui donne la réponse et où les mots questions-réponses vont apparaître dans le texte de partout, mais ne font pas partie, bien évidemment, des questions posées et des réponses qui y sont apportées. Donc on va préférer l'italique appliqué sur ces mots pour qu'on comprenne bien ce qui relève de la mise en forme et ce qui appartient à l'entrevue elle-même. Et je vous ai également mis l'exemple du « à suivre » en fin de livre, qui bien évidemment n'appartient pas au texte principal, mais est ajouté pour qu'on comprenne qu'à la fin de ce texte, l'histoire n'est pas terminée et qu'il y aura un autre texte derrière. L'expression « à suivre », il vaut mieux la mettre en italique. Donc ce ne sont que des exemples, il y a d'autres situations où on va respecter le même esprit, c'est pour vous donner un petit peu l'idée générale. Retenez qu'on parle bien des éléments extérieurs au texte principal et sachez exploiter ça en fonction de la situation précise dans laquelle vous vous retrouvez avec votre texte. Derrière, vous avez les maximes, les proverbes et les slogans. Alors on peut aller un petit peu plus loin, ça concerne aussi les devises, les sentences, les dictons, les adages, tout ce qui ressemble à cette grande famille d'expressions toute faite. Et là, même chose, ce n'est pas une obligation absolue, mais c'est fortement conseillé parce que vous allez le voir dans les exemples que je vous donne. Quand on connaît très bien un dicton, on sait le repérer dans une phrase, mais pour peu que le dicton soit un petit peu moins célèbre, eh bien on peut facilement ne plus savoir dans la phrase ce qui relève de la narration ou de la ligne de dialogue et ce qui relève du dicton, du slogan ou du proverbe qui est inséré dedans. Je vous ai mis comme exemple
Je lui ai rappelé que charité bien ordonnée commence par soi-même. Généralement là, on connaît, donc c'est facile de repérer dans la phrase la portion de narration et le reste. Mais imaginez que là, on ait un dicton beaucoup plus obscur, beaucoup moins connu par le grand public. Ce ne serait pas évident, tel que la phrase est construite, de savoir ce qui est de la narration et ce qui ne l'est pas. Mettre l'italique, c'est donc une garantie de clarté. Même chose pour la phrase qui suit. Comme chacun le sait, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ensuite, on a la phrase suivante. La devise amari usque ad mare veut dire d'un océan à l'autre. Là, on a une double raison d'utiliser l'italique, puisque d'une part, c'est une devise, mais qu'en plus, elle est en langue latine. Ce qui fait que là, aucune question à se poser, l'italique va s'imposer. Et vous remarquez que pour la traduction de la devise originale, là, par contre, on a des guillemets. C'est la bonne méthode que vous devez employer quand vous êtes dans cette situation. Si vous devez traduire quelque chose qui prend l'italique parce qu'il y a langue étrangère dans tous les cas, qu'on parle de devise ou qu'on parle d'une simple expression, l'expression dans la langue étrangère va être en italique dans tous les cas, et la traduction dans la même phrase va être entre guillemets pour montrer qu'on parle bien de la signification, de la traduction. Ici, j'ai mis cette phrase pour illustrer le principe, que vous ayez bien l'exemple d'une devise en langue étrangère avec sa traduction. Comme ça, vous avez la bonne mise en forme. Mais là, retenez bien que pour cette phrase en particulier, en réalité, on n'est pas dans de l'emploi conseillé, mais bien dans de l'emploi obligatoire, puisque la devise est en langue étrangère. Et enfin, je vous ai mis « Tout le monde connaît le slogan « Venez comme vous êtes ». C'est un slogan, à mon avis, que tout le monde connaît plus ou moins, de McDonald's. Je pense même que le slogan est quasiment déposé, alors peut-être pas en tant que marque commerciale, mais en tout cas en tant que propriété intellectuelle. Le slogan, on veut vraiment le séparer du reste de la narration. Venez comme vous êtes, va être en italique parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de confusion. Et c'est parce qu'il appartient à une marque commerciale, en répondant, je pense, aux critères de la propriété intellectuelle, qu'on va lui mettre une majuscule dans tous les cas. C'est comme ça qu'il est écrit par la marque qui l'emploie en tant que slogan officiel. Autre emploi fortement conseillé de l'italique, c'est pour les citations qui sont insérées. Ça va concerner toutes les citations qui sont courtes et insérées dans la narration, et toutes les citations, quelle que soit leur longueur, dans les propos qui sont rapportés. Ce qui va vous éviter les guillemets de deuxième niveau. Là-dessus, je vous renvoie aux épisodes de la typographie des dialogues où je vous ai beaucoup parlé du cas des citations incluses à l'intérieur de propos rapportés qui fait qu'on a un effet de poupée russe avec des imbrications de guillemets et ça rend la lecture relativement lourde. En utilisant la méthode de l'italique, vous allez éviter ce casse-tête-là et ça va pour le lecteur être beaucoup plus confortable. C'est pour ça que je mets cette situation dans l'emploi conseillé de l'italique, parce qu'en fait, ça vous évacue des problèmes additionnels. Premier exemple, pour la citation courte insérée dans la narration, elle trouva un message qui lui souhaitait de très belles vacances. De très belles vacances est en italique pour montrer que dans le message que la personne a trouvé, l'expression figure telle quelle à l'écrit. C'est-à-dire que dans le message laissé, de très belles vacances figure texto. Ce n'est pas une interprétation de la narration. Si on n'avait pas mis d'italique sur cette phrase, elle trouva un message qui lui souhaitait de très belles vacances. On ne saura pas si l'expression figure telle qu'elle ou si elle a été laissée avec des synonymes ou quelque chose qui veut dire la même chose. On peut considérer que c'est une interprétation de la narration. Si on met l'italique, on sait que les mots indiqués sont vraiment les mots qui ont été écrits. Et pour le lecteur, en fonction du genre du livre, prenez l'exemple d'une enquête policière ou autre, et bien pour le lecteur, ce petit indice peut avoir son importance. Et dans le deuxième exemple que je vous ai mis, là on a des propos rapportés. Il déclara, ouvrez les guillemets, la direction nous a demandé de réduire les coûts de production par 2 sous 6 mois, mais je pense que ce n'est pas réaliste. À partir du moment où le propos en question rapporte les propos de quelqu'un d'autre de façon fidèle, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne veut pas juste donner des synonymes ou une interprétation, mais exactement ce qui a été prononcé par un tiers, vous avez 2 solutions possibles, ou imbriquer des guillemets au sein des guillemets, ou utiliser l'italique. Dans l'épisode concernant la typographie des dialogues, moi je vous proposais systématiquement d'enlever les guillemets de premier niveau en passant sur les tirets quadratins, parce que ça va de fait enlever un niveau de guillemets, donc ça règle votre problème. Mais une deuxième approche pourrait être de conserver les guillemets pour la ligne de dialogue et de mettre l'italique à l'intérieur pour
les propos rapportés. Vous pourriez aussi combiner les deux. Tiret quadratin plus italique. Ce n'est pas interdit du tout. Mais dans les deux cas, prenez l'option, à mon sens, qui vous évite d'avoir deux niveaux de guillemets. Parce que ça peut vraiment très vite être fatigant pour le lecteur, surtout quand les phrases sont longues, parce que là, la phrase est relativement courte, mais quand le propos rapporté est très long et que les guillemets sont distants de 30 lignes, il arrive un point où on ne sait plus qui dit quoi et où se trouve le propos rapporté dans la ligne de dialogue elle-même ouverte par des guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc essayez de simplifier les choses et de rendre pour le lecteur le texte vraiment digeste. Chaque fois que c'est possible, utilisez plutôt des quadratins plutôt que des guillemets pour les dialogues. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué précédemment. Et chaque fois qu'il y a usage flottant entre italique et guillemets pour des cas de figure comme celui-ci, préférez l'italique qui attire l'œil sur la portion importante sans rajouter de caractères inutiles à l'intérieur de votre texte. Ensuite, en emploi conseillé, nous avons les noms des programmes d'études. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir tous les jours ou avoir besoin d'écrire tous les jours dans vos textes, mais c'est important de savoir que ça existe et ça concerne les intitulés de cours et de programmes spécifiques, le premier mot prenant une majuscule. Je vous ai mis quelques exemples. Elle a choisi de suivre anglais avancé en 3e année. Il a voulu s'inscrire au programme soins infirmiers pour compléter son cursus. Mais attention, si vous aviez la phrase « Il apprend les soins infirmiers dans le cadre du programme », bien évidemment, là, vous n'avez ni italique ni majuscule, ce n'est pas un nom de programme, c'est juste la thématique qui est abordée dans le programme. Et là, bien sûr, on va rester en caractère romain, sans majuscule particulière, parce qu'il n'y a pas de raison d'en mettre. Dans les deux premiers cas, vous voyez bien que c'est le nom du cours ou du programme tel qu'il est officiellement connu pour l'administration qui dispense le cours ou le programme en question. Donc là, vous pouvez tout à fait mettre l'italique. Certains, de temps en temps, mettent des guillemets. C'est flottant. À vous de voir ce que vous préférez. Encore une fois, je vous conseille plutôt l'italique, mais il n'y a pas d'obligation absolue dans ce cas précis. Même chose pour les titres des billets de blog. Il n'y a pas de règle absolue, c'est plutôt une convention qui est conseillée. Donc tous les titres des posts, quand ils sont cités dans un autre texte, mais attention, ne confondez pas ça avec les noms des sites web et blogs pour lesquels je vous ai déjà dit qu'on reste en romain, tout comme les titres des sections et des parties du site web qui vont rester en romain. Ce que je vous dis là, c'est vraiment pour les titres des posts eux-mêmes et je vous ai mis un exemple. Bien utiliser la virgule est initialement un article publié sur le blog Mia. Ce qui est faux en plus puisque c'était publié à la base sur l'ancien site des éditions AJ. Mais ce n'est pas le sujet, c'est juste pour illustrer ça et vous faire comprendre la logique. Bien utiliser la virgule, c'est le titre du post, donc si je dois le mentionner à l'intérieur d'un texte, je vais le mettre en italique. Mais le blog Mia, c'est le nom du site. Lui, il va prendre ses majuscules là où il doit les prendre, mais on ne va pas appliquer d'italique dessus, il n'y a pas de raison de le faire. Et ce serait pareil si l'on parlait du titre d'une section ou d'une grande partie du blog Mia, on n'irait pas non plus mettre d'italique dessus. Donc pouvoir utiliser l'italique uniquement sur les titres des billets de blog, des posts individuels, ça permet de faire la distinction quand on a ce type de phrase, comme je vous ai mis là en exemple, entre ce qu'est le site et les contenus sous forme de posts qu'on va retrouver à l'intérieur. Ensuite, emploi conseillé également, mais très très conseillé en ce qui me concerne, c'est pour les autonymes. Les autonymes, ce sont les mots qui se désignent eux-mêmes à l'intérieur d'une phrase et je vais tout de suite vous donner des exemples pour que ce soit extrêmement clair. Le mot placard est masculin, le verbe extraire n'a pas de passé simple, il ne faut pas confondre les noms voix avec un E et voix avec un X et on nous nomme ou appelle français. Vous voyez qu'à chaque fois, le mot qui est en italique dans la phrase se désigne lui-même. Dans la première phrase, bien sûr, ce n'est pas le placard qui est masculin, mais le mot placard. C'est pour ça que c'est un cas où on parle d'autonyme. Le placard dans cette phrase est considéré dans son sens de mot et non pas dans son sens d'objet. C'est pour ça qu'il est en italique parce que ça permet de rendre la lecture beaucoup plus simple. Et en théorie, quand on est dans le 4e cas de figure avec les verbes nommer ou appeler, l'italique est obligatoire pour éviter les risques de confusion à la lecture. Parce que les verbes nommer et appeler peuvent avoir plusieurs sens parallèles et que l'absence d'italique derrière peut créer de la confusion dans la compréhension de la phrase. Là, on comprend bien directement le sens donné au verbe. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, même si techniquement ce n'est pas obligatoire, de systématiquement utiliser l'italique quand vous êtes avec un autonyme.
Ce sera beaucoup plus simple pour le lecteur et même pour vous, en vous relisant, eh bien, ça évitera tous les cas de confusion. Ensuite, l'italique va s'employer pour les mots qui sont volontairement appuyés dans le texte. Ça va concerner tous les passages sur lesquels on veut insister pour des questions de fond ou des questions stylistiques. Mise en valeur, colère, humour, emphase, registre de langue différents, etc. Il y a une petite exception qui serait l'ironie, pour laquelle généralement on préfère les guillemets, même si ce n'est pas du tout une obligation non plus. Mais pour tous les autres cas de figure, l'italique va avoir une fonction d'appui. Le lecteur va comprendre en un coup d'œil que l'auteur veut appuyer à tel endroit et qu'il y a une raison derrière. Je vous ai mis quelques exemples. C'est une question de minutes, pas d'heures. Je compris que c'était à moi qu'il parlait, sous-entendu pas à quelqu'un d'autre. Le mot d'ordre de la direction est l'efficacité. L'odeur du sang, à la fois forte et doucereuse, lui donnait envie de gerber. Là, on a un changement complet de registre de langue et le fait d'utiliser l'italique sur le mot montre au lecteur que l'auteur est parfaitement conscient qu'il est en train de se casser la figure en matière de registre, mais que c'est volontaire parce qu'en raison de son point de vue narratif, et là je vous renvoie bien sûr aux 2 épisodes consacrés au point de vue narratif si vous ne les avez pas encore vus, parce que c'est tout le sujet de ces vidéos. Le point de vue narratif permet notamment de jouer avec la langue, parce que selon qu'il est interne, externe ou omniscient, si vous vous en souvenez, il y a des variations possibles. Le point de vue interne étant celui avec lequel vous allez un peu pouvoir vous amuser, parce que selon la personne à travers qui le récit est vécu, eh bien on a des registres de langue variables qui peuvent s'expliquer. Le point de vue interne vous permet beaucoup plus de choses, je vous l'avais longuement expliqué dans ces vidéos, et notamment d'obtenir ce type d'effet, c'est-à-dire d'insérer volontairement un mot dont le registre linguistique est effondré par rapport au niveau moyen de la narration qui, là, au début, est beaucoup plus châtié, avec des termes tout à fait corrects, voire avec doucereuse, par exemple, quelque chose de vraiment propre, de vraiment stylistiquement posé. Et gerber, bien sûr, est un effondrement par rapport à ça. Et le fait de le mettre en italique, pour le lecteur, c'est l'indication que tout d'un coup, là, sur ce mot, l'auteur vient vraiment de passer par les yeux de son personnage pour interpréter la chose et s'autorise un petit effondrement dont il est parfaitement conscient. Ce n'est pas une erreur de vocabulaire parce que l'auteur ne sait pas que gerber n'est pas un beau verbe. C'est volontaire, l'auteur est parfaitement au courant et il appuie dessus avec une indication cosmétique grâce à l'italique. Là, dans ces 4 exemples, vous avez des appuis volontaires qui vont vraiment pouvoir indiquer des choses au lecteur, une mise en valeur, quelle que soit l'intention derrière, et ça, généralement, c'est plutôt le contexte qui va donner le sens de l'appui, mais l'appui existe, et sans l'italique, ce serait beaucoup plus compliqué de pouvoir correctement transmettre cette information. Derrière, nous avons les pensées internes qui vont concerner tous les passages durant lesquels on entre dans les pensées directes des personnages, ce qui permet bien sûr de distinguer ces portions des portions narratives. Je vous ai mis un exemple ici. Elle leva la main pour demander la parole, puis la secoua quand le professeur ignora son premier geste. « Oh, arrête de faire comme si tu me voyais pas !» Elle finit par taper le rebord de la table pour attirer l'attention sur elle. Là, honnêtement, même s'il n'y a pas officiellement d'obligation, je vous déconseille de ne pas mettre d'italique parce qu'il y a vraiment des cas où autrement le lecteur ne saura plus qui parle. Est-ce que c'est la narration qui est en train de s'exprimer ou est-ce que c'est le personnage qui est en train de penser en direct? Sans italique, c'est très compliqué et si officiellement vous pourriez mettre des guillemets à la place, vraiment je ne vous le recommande pas. Dans l'esprit universel et collectif des lecteurs, les guillemets sont affectés au dialogue et vu que les pensées internes sont fréquemment construites comme des dialogues sur le plan du mode d'expression, si vous utilisez les guillemets pour matérialiser les pensées internes à l'intérieur d'une portion narrative, spontanément les lecteurs vont considérer que c'est du dialogue. C'est pour ça que vraiment, moi je ne vous le recommande pas. Restez sur l'italique pour bien isoler ces portions-là. C'est à mon sens la seule méthode qui est vraiment claire pour tout le monde et qui même vous derrière en relecture va vous permettre en un coup d'œil de savoir ce qui est narratif et ce qui relève de la pensée directe. Ensuite, nous avons la catégorie des dialogues qui sont télépathiques. Très important de bien distinguer les paroles qui ne sont pas prononcées à l'oral, mais directement dans la tête des personnages. Ça, on va plutôt le retrouver dans des fictions de l'imaginaire, fantasy, fantastique, ce genre de choses. Et je vous ai mis un exemple. Comment est-ce possible? Donc là, c'est une ligne de dialogue normale. Notre lien est spécial. Là, on est avec une ligne télépathique. Mais tu parles dans ma tête.
Oui, et je t'entends aussi, même quand tu n'ouvres pas la bouche. Avec cette mise en forme, on sait clairement tout de suite ce qui est oral, ce qui ne l'est pas. Ça vous évitera d'avoir à ajouter des lignes narratives supplémentaires pour expliquer la distinction. En procédant de cette manière, c'est beaucoup plus clair pour le lecteur. Et bien évidemment, je le précise, vous ne mettez pas les tirets quadratins en italique, uniquement les portions qui sont prononcées dans la tête des personnages pour des questions de mise en forme. Si vous appliquez l'italique sur les tirets quadratins eux-mêmes, ça va réduire leur largeur et vous allez obtenir un résultat visuellement qui n'est pas très joli. Donc vous mettez l'italique uniquement sur les paroles prononcées à l'intérieur de la tête des personnages et vous gardez vos lignes de dialogue prononcées à l'oral en caractère romain tout à fait normalement. Un petit peu dans le même ordre d'idées, vous avez les rêves et les expériences de hors corps, les séquences de rêves, les états de conscience modifiés, tout ce qui est projection astrale, ce genre de choses. Ça va vous permettre de les distinguer des portions narratives normales. Là, je ne vous ai pas mis d'exemple directement à l'écran parce que ce serait beaucoup trop long, il faudrait prendre tout un texte. Mais l'idée, c'est tout simplement que lorsque vous êtes en narration normale, narration de base, vous gardez les caractères romains et que quand vous entrez dans une portion qui est un petit peu différente comme un rêve, vous passez sur l'italique pour bien marquer la distinction entre les deux. Il y a des cas où carrément, moi je recommande de faire des séparations, par exemple avec des étoiles, quelque chose qui permette de créer une petite rupture pour que le lecteur sache clairement que là, il vient de basculer dans un rêve, qu'il n'est plus dans la narration normale. Ça permet d'éviter de l'embrouiller inutilement. Là, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder, mais gardez toujours en tête que le but, c'est que le lecteur ne se perde pas. Ensuite, pour les titres de documents officiels, je vous recommande également d'employer l'italique. Là-dedans, il y a les formulaires, les rapports, les textes législatifs, etc. Je vous ai mis quelques exemples. N'oubliez pas de signer le formulaire preuve de déplacement. Elle a mis 3 mois à rédiger son rapport Les femmes dans l'entreprise. Ils veulent voter la loi censure des réseaux sociaux. Ça permet à chaque fois, lorsque le document est clairement identifié qu'il est unique, gardez toujours cette notion de nom de baptême en tête. Si ce formulaire, ce rapport ou cette loi a vraiment un intitulé particulier, vous avez tout intérêt à utiliser l'italique pour le faire ressortir, qu'on sache exactement de quoi on parle. Et ceci est la dernière catégorie pour la grande famille des emplois conseillés. Je passe maintenant à la famille des emplois interdits, en complément de tout ce que je vous ai déjà dit jusqu'à maintenant, puisque j'en ai cité certains au fil de l'eau. Mais dans l'emploi interdit, que je vois pourtant souvent dans les textes, et là, quand je parle d'emploi interdit, c'est parce que dans l'édition professionnelle, en théorie, on n'emploie jamais l'italique pour les situations que je vais mentionner. Si vous le faites, ce n'est pas une très bonne idée, soit parce que là, ce sont les guillemets qui s'imposent, ou tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas lieu de modifier l'écriture. Elle doit rester normale, en romain, sans guillemets. Si vous mettez de l'italique là où il n'a pas lieu d'être, en fait, vous perdez l'intérêt de l'italique, qui est de mettre en avant certains éléments ou d'éviter les confusions, et vous recréez de la confusion inutilement. Gardez bien en tête la règle d'or qui est que trop d'italique tue l'italique. Ça ne sert à rien d'en mettre de partout, plus vous l'utilisez, plus le lecteur ne comprend plus l'intérêt et les mises en avant que vous voulez effectuer. C'est donc important de conserver cet italique pour les situations où il est vraiment requis. Par conséquent, ne mettez pas d'italique sur les lignes de dialogue normales. Il n'y a aucune raison de mettre de l'italique dessus et c'est fréquent que j'en vois dans certains textes. Donc oubliez cette pratique. Le dialogue, sauf quand il est télépathique bien évidemment, n'a aucune raison d'être en italique. Ensuite, les noms d'organismes, entreprises, collectifs, groupes, rencontres sportives, bâtiments, institutions, etc. Il n'y a jamais d'italique. Il y a les majuscules qui sont là pour montrer qu'on met en avant tel ou tel élément. Mais comme je vous l'ai indiqué ici avec quelques exemples, les éditions Hélène Jacob, le prix Renaudot ou le Grand Prix d'Espagne, ne mettez pas d'italique. Il n'y a aucune raison d'en mettre. Donc oubliez cette pratique si vous aviez l'habitude de procéder de cette façon. Pas d'italique sur tous les éléments que je viens de vous donner. Même chose pour les noms de marques commerciales et de produits, une Citroën, un Boeing 777, une bouteille de cristalline ou un paquet de Kleenex. Il n'y a aucune raison de mettre de l'italique sur les marques, avec l'exception que je vous ai donnée au tout début, qui concerne les produits de luxe qui sont baptisés par leur créateur. Et là, on est dans un cas très particulier où on assimile le produit
à une œuvre avec un nom unique, donc c'est à part. Mais pour tout le reste, oubliez l'italique, ça j'en vois de partout, très régulièrement dans de très nombreux textes, pour des produits ou des marques qui n'ont aucune raison d'être en italique. Ça c'est la base, je vous ai mis ceux-là parce que je les vois très souvent. Il y en a probablement d'autres, mais ils ne me sont pas venus à l'esprit pendant que je scriptais cet épisode. Si ça me vient, je vous le mettrai en description. Mais déjà, si vous suivez ça, vous allez éviter 99% des cas où je vois de l'italique dans les textes par erreur. Pour terminer, quelques rappels et conseils qui ont leur importance parce que là aussi je vois pas mal de petites erreurs dans les textes. La première chose, c'est que quand un mot devrait prendre l'italique, mais qu'il est lui-même dans une portion de texte qui est en italique pour une autre raison, exemple, titre de journal dans une pensée interne directe, qui est donc en italique, eh bien là, il va rester en romain, puisqu'on veut respecter l'idée que le terme doit ressortir. Ce qui fait que, dans l'exemple que je vous mets, je me demande si elle est abonnée au Monde. Monde reste en romain parce que la phrase est en italique. On applique la règle à l'envers par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, mais vous respectez la même idée. C'est simplement que toute la ligne passe en italique, donc le titre de publication qui est dedans va rester en caractère romain. Attention à la ponctuation finale, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Dans la phrase « Il est parti en criant « See you soon », le point d'exclamation est inclus dans l'italique, ou plus exactement l'italique est appliqué sur le point d'exclamation, parce que celui-ci fait partie de la phrase qui est prononcée dans la langue étrangère. Donc là, on va garder l'italique dessus. Par contre, dans « Bienvenue dans ma casa », le point d'exclamation appartient à la phrase dans son ensemble et non pas au terme en langue étrangère, ce qui fait que casa est en italique, mais le point d'exclamation est exclu. Les appels de notes de bas de page sont toujours en romain. Ils sont en exposant mais en romain, quand bien même ils correspondent à une expression ou à des mots qui sont en italique. Ici, j'ai indiqué « J'ai lu plusieurs fois les Hauts de Hurlevent », le titre d'un livre. La petite note qui est juste à côté de Hurlevent, eh bien, en caractère romain, elle ne doit pas être en italique, même si elle suit directement le titre de l'œuvre. Les parenthèses autour d'une expression en italique restent en romain si la phrase principale l'est aussi et inversement. Je vous ai mis deux phrases. Le film dont il lui a parlé, entre parenthèses, Citizen Kane, est un chef-d'œuvre. Le titre du film lui-même est en italique, mais les parenthèses ne le sont pas. Et si d'aventure cette phrase en entier est en pensée interne directe, donc en italique, et qu'on a besoin d'inverser la mise en forme du titre du film, lui, il passe en romain. Mais par contre, les parenthèses restent en italique comme l'ensemble de la phrase. Les guillemets, eux, vont suivre la règle qui est opposée, c'est-à-dire même écriture que le contenu en italique, si toute l'expression entre les guillemets est en italique. Par exemple, il est parti en criant « See you soon », vous voyez que les guillemets sont toujours en italique autour de l'expression, alors que dans « Bienvenue dans ma casa », les guillemets restent en romain, parce qu'ils correspondent à une phrase qui de base est en français, même si à l'intérieur il y a un mot qui est en espagnol. Enfin, pour les crochets, aucune question à vous poser, que vous soyez dans une phrase avec ou sans italique ou avec juste des bouts d'italique, dans tous les cas, les crochets sont censés rester en romain. Je termine par un double conseil, lorsque plusieurs possibilités de mise en forme s'offrent à vous, choisissez celle qui est la plus simple visuellement. Encore une fois, si l'italique vous simplifie la phrase parce qu'il y a juste deux mots concernés et que ça vous évite des guillemets, prenez l'italique. Si vous risquez de vous retrouver avec de l'italique partout sur tout un tas de mots et que vous pouvez trouver une autre manière de mettre la phrase en valeur, essayez de ne pas multiplier l'italique inutilement. Ça, c'est à vous de voir. Dans tous les cas où vous avez plusieurs solutions, choisissez ce qui pour le lecteur sera le plus confortable possible. Et enfin, bien sûr, vous savez que j'adore le mot cohérence et que je l'utilise dans de nombreux épisodes. Chaque fois que vous avez choisi une approche parce que plusieurs sont disponibles pour vous, gardez toujours cette même approche tout au long du texte pour chaque cas de figure qui va être identique. Ne faites pas un coup d'italique, un coup de guillemets, un coup de guillemets plus italique, ce qui n'est jamais une très bonne idée quand il n'y a pas une bonne raison derrière. Ne faites pas rien tout d'un coup en restant en romain sans rien. Et puis des majuscules, et puis pas de majuscules. Le lecteur a besoin de cadre, il a besoin de comprendre que vous utilisez toujours la même méthode pour une même situation. Donc faites attention à ça, la cohérence est indispensable pour la mise en forme parce que c'est elle qui rend le fond beaucoup plus fluide. Et je termine avec une petite boutade parce que je tombe des fois sur des gens qui me disent « Oui, mais bon, on s'en fiche, ça se comprend ».
si je résume un petit peu les propos. Et moi, vous le savez, je milite pour pas mal de choses, notamment l'exigence en ce qui concerne la typographie. Et je vous ai mis un petit exemple qui vous montre que tout ça sert à quelque chose avec Charles de Gaulle. Charles de Gaulle écrit en romain tout bêtement, eh bien c'est l'homme. Charles de Gaulle avec des traits d'union toujours en romain, c'est l'aéroport. Et Charles de Gaulle sans les traits d'union mais en italique, c'est le porte-avions. Donc vous voyez que simplement avec une indication typographique, eh bien on obtient un résultat qui ne veut pas tout à fait dire la même chose. Et donc le soin que vous apportez à la forme de votre texte, eh bien ce n'est jamais anecdotique et ça garantit à votre lecteur que le fond sera beaucoup plus clair. Et normalement, c'est ce que vous visez quand vous publiez un roman. Et je m'arrête ici sur ces bonnes paroles en vous rappelant que bien sûr, si j'ai oublié des exemples, des cas de figure qui vous posent problème et pour lesquels vous avez besoin d'aide, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à m'en parler en m'expliquant pour quelle phrase ou quelle expression vous êtes embêté. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter les compléments d'information. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles et qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement avec soit une autre vidéo tuto bar, soit un épisode de HJ à voir en fonction du planning, mais ce sera dans tous les cas d'ici une dizaine de jours à peu près. Dans l'attente, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes séances d'écriture. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.